Bonjour tout le monde. Alors, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir avec moi un invité exceptionnel, un invité intramuros, si je puis dire. Et on va papoter ensemble, on va parler de beaucoup de belles histoires autour de la recherche et autour du domaine de la science. Alors, Simon Hanine, marhaba bik. Marhaba bik, c'est Mohamed. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous tous. Alors, Simon, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Moaz Hanine? Alors, Moaz Hanine est un Tunisien d'abord. Je suis professeur à l'université de Sfax depuis 2003. Je suis natif de Sfax. J'ai 51 ans. Un fils d'un ouvrier, une mère au foyer. Je viens d'une famille très modeste. J'ai fait ma scolarité à Sfax. Après le bac, j'ai fait la faculté des sciences ici. J'avais commencé avec un parcours classique à la faculté. J'étais très tôt très intéressé par le monde des sciences du vivant. Pour moi, c'était une seule voie et c'était celle-là. Et donc, même si j'ai pris un parcours classique, parce qu'à l'époque, on faisait sciences naturelles pour avoir une maîtrise et pour aller enseigner. Et d'ailleurs, tous les anciens amis, la plupart d'ailleurs, ils ont fait la maîtrise, ils sont allés travailler, qui est un travail très honorable. Je salue au passage tous les collègues et les enseignants du secondaire qui font un travail formidable. Absolument. Mais moi, j'avais pas envie de m'arrêter là. J'avais envie d'aller plus loin. Et c'était dans 91 où j'ai décidé de continuer ce qu'on appelait le troisième cycle à l'époque, le DEA. Maintenant, on appelle ça le master. Ouais. J'étais parti à Toulouse. Donc, j'ai commencé à Toulouse. J'ai fait le DEA. C'était un DEA ils appelaient ça biotechnologie à l'époque. Mm-hmm. Mais je faisais la spécialité de biologie moléculaire. Donc, j'ai passé 2 ans à Toulouse. Et après, j'ai pu décrocher une bourse de thèse et en Suisse. Donc, j'ai quitté la France. Et je suis allé en Suisse, à l'université de Genève, où j'ai été inscrit en thèse au département de botanique et de biologie végétale. Ce qui m'intéressait tout de suite, c'est que j'avais envie de faire la recherche en utilisant des outils moléculaires. Ça aurait pu se faire dans un laboratoire de physiologie animale, de microbiologie, environnementale ou autre. Mais voilà, c'était une opportunité qui se présentait et tout de suite j'ai saisi cette opportunité-là. Et donc j'ai travaillé pendant ma thèse sur les interactions plantes micro-organismes. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. J'ai beaucoup aimé cet univers de l'interaction plante micro-organisme. Et à l'époque, j'étais plus du côté microbien. Je travaillais plus sur la petite bête. Mais cette communication entre plantes et micro-organismes, pour moi, c'était quelque chose de fascinant. Ce langage, ce dialogue entre 2 organismes très éloignés du point de vue évolutif. Et la symbiose, quand on peut tomber amoureux entre une bactérie et une pour aller en mutualisation d'azote, l'azote sous forme nitratée ou sous forme d'ammoniac, parce qu'elle fixait l'azote atmosphérique, que les autres organismes supérieurs ne peuvent pas le faire. Et en contrepartie, la plante, elle offre à la bactérie des sources d'énergie, des molécules, des sucres, des hydrocarbures. Donc c'était à l'époque une très belle expérience. J'ai passé 4 ans, un peu plus de 4 ans en thèse. Et après, donc j'étais parti en postdoc. Je suis resté en Suisse. Mais j'ai changé un petit peu. Je suis resté dans le monde végétal, mais à partir de ce moment-là, je suis allé vraiment travailler sur la plante. Et j'ai commencé mon postdoc à Bâle, dans un institut de recherche. Aujourd'hui, ça s'appelle Biomedical Research Institute. À l'époque, ça s'appelait Friedrich Michel Institute. Okay.
C'était aussi une expérience très, très enrichissante. J'ai travaillé sur la stabilité génomique chez la plante, la recombinaison génétique chez la plante et les technologies de ciblage de gènes chez les plantes, ce qu'on appelle aujourd'hui genome editing. À l'époque, on parlait pas de genome editing. On parlait de ciblage de gènes et comment aller réussir à faire une modification in situ de manière ciblée. Dans cet institut de recherche, on était pluridisciplinaire. Il y avait des groupes qui travaillaient sur les plantes, développement des plantes, adaptation des plantes, etc. Mais aussi avec des groupes qui travaillaient sur le cancer, le contrôle des cycles cellulaires, le développement, les neurosciences, la neurobiologie. C'était vraiment pour nous, c'était la découverte. On est sorti d'un petit département de botanique pour aller dans un univers pluridisciplinaire. Donc quand on était à une conférence, donc on découvrait tout. On faisait des articles, on se faisait corriger des articles par des gens qui travaillaient sur des thématiques différentes. Des fois, le voisin qui travaille sur, je sais pas, on va citer par exemple une protéine kinase de mammifères, il va nous envoyer son article pour avoir une lecture complètement différente, une lecture critique complètement différente des travaux de recherche. Donc il y avait un échange sur le plan scientifique. Pour moi, c'était un tournant pour ma carrière de toute façon. Donc Moaz, vous travaillez du coup sur les plantes. Mais tout à l'heure, vous avez dit deux mots-clés pour moi. Alors, deux mots-clés. Le premier, c'est l'amour de la chose. Et vous avez dit un autre mot très important pour moi, c'est la pluridisciplinarité. Oui. Vous, maintenant qui êtes un directeur d'unité de recherche, cet amour-là du métier, voilà, cet amour de la recherche et la pluridisciplinarité, est-ce qu'on la retrouve au sein de votre saint siège ou la saint groupe? Voilà, c'est une excellente question. D'abord, pour moi, c'est vraiment la recherche, c'est une vraie passion. Et ça peut pas être autre chose. Si on croit à la recherche, il faut le faire avec passion. Parce que c'est un métier qui peut être très dur. Je crois que vous voyez très bien de quoi je parle. C'est-à-dire on peut avoir plein d'échecs avant de réussir. C'est un métier dur. Il faut aimer ça. Et moi, je peux pas m'imaginer faire autre chose d'abord. La recherche, pour moi, c'est vraiment un métier passionnant parce que, à l'opposé d'autres métiers, c'est que, voilà, on n'a pas la routine dans la recherche. On est tout le temps en perpétuelle découverte. On fait que découvrir des choses. On tombe sur des mauvaises comme des bonnes surprises. Et c'est ça qui fait la passion de la recherche, le charme même de la recherche. Ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est tout l'enjeu, c'est comment transmettre ça. Et j'avais toujours gardé dans mon esprit comment inculquer ça aussi aux jeunes. Parce que moi, j'ai l'occasion d'enseigner les étudiants ce qu'on appelle undergraduate, c'est-à-dire dès la licence. Et tu découvres déjà dès la licence le degré de curiosité des étudiants, le degré d'intérêt, de motivation, etc. Et puis, c'est sûr qu'on ne peut pas tous être destinés à ce métier-là. Heureusement, on ne peut pas tous faire la même chose. Mais à partir du moment où tu découvres des gens qui sont vraiment très intéressés par cela, et là, je vais à fond pour vraiment essayer de transmettre cela. Et je suis fier que j'ai réussi quand même à faire passer cela. Maintenant, il y a des étudiants que j'ai encadrés qui sont des collègues maintenant, qui sont partis en postdoc à l'étranger, qui sont à Shanghai, il y en a qui sont en France. Et ça, c'est une fierté. Et ça, c'est ce qui fait la beauté de notre métier, c'est que notre savoir à nous, toutes ces connaissances-là, si on arrive à les transmettre, c'est extraordinaire. Parce que moi, je pense qu'à cette vaste communication des connaissances, c'est que moi, je vous transmets quelque chose, mais après, je suis sûr que vous allez me rendre aussi de ce que vous allez connaître. Parce que les connaissances, celui qui prétend que voilà, il a tout appris et il a rien à apprendre des autres, il a tout à fait tort, bien sûr. On ne fait qu'apprendre tous les jours. Et on apprend même de nos jeunes chercheurs, parce que quand on prend un jeune en thèse, on part à l'aventure avec ce jeune chercheur et on sait très bien que on n'a pas les résultats à l'avance et on va partir à l'aventure.
Et puis, on va apprendre tous les deux un tas de choses. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est pas donné à tout le monde de vivre ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a énormément de difficultés. Et en Tunisie encore, je pense que on n'est pas là pour parler de ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais il faut, si on va s'attarder à cela, on va abandonner ce métier-là. Mais le fruit de ce travail est délicieux, on va dire. Alors, c'est une excellente transition, du coup, pour une question qui me taraude, et qui aussi, j'imagine, elle taraude plusieurs d'entre nous. Moi, tu as été étudiant, tu as été doctorant, tu as vécu en Tunisie, en Suisse, en France, tu as enseigné, tu enseignes toujours, tu es chef de labo, mais tu as aussi avant été un chercheur associé, tu fais aussi d'autres tâches administratives. Alors, avec tout ce background, avec tout ce vécu, est-ce que tu vois de l'utilité dans ton métier ou de l'utilité dans ce que tu fais? De façon Oui, bien sûr. philosophique, de façon purement Ah oui, oui. D'ailleurs, si on arrête de ressentir cela, c'est qu'on est prêt à partir. Hein. Je pense que, fort heureusement, qu'on se sent encore très utile. D'abord, le métier de transmettre le savoir, c'est un métier très noble. Et quand on arrive à faire passer cela de manière solide, pédagogique, scientifique, et ça peut être qu'une grande fierté. D'abord, transmettre ça. Transmettre le savoir et le partager. Partager le savoir avec les jeunes chercheurs, mais aussi avec la communauté. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à côté de ces tâches-là, avec le ministère, je suis maintenant conseiller scientifique. Avant, j'étais point de contact national pour les projets européens. Et si j'ai intégré cette responsabilité, si j'ose dire, c'est que parce que je crois au partage. C'est que la communauté, elle a besoin de partager des connaissances, de partager des savoir-faire. On ne peut pas aller cavalier seul pour avancer. Aujourd'hui, il faut qu'on soit une communauté qui se partage des connaissances, qui se partage des skills, des compétences, etc. Et là, on serait beaucoup plus puissant. Donc, de ce côté-là, d'abord, je me sens vraiment utile tous les jours. Quand je me lève le matin, je regarde au miroir, je me dis, vraiment, j'ai intérêt à continuer ce chemin-là qui est très dur, très difficile. On est dans un contexte national très, très difficile. La recherche, elle n'est pas toujours une priorité en ce moment, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Il faut continuer à avancer. Il y a encore de très, très belles choses à réaliser, je pense. Donc voilà. Après, il y a une autre utilité sociétale aussi. C'est que, moi, je l'oublie jamais, c'est que quand je transmets des choses, je transmets des connaissances à mes étudiants, mais aussi je sens une certaine responsabilité de transmettre au-delà de la science. C'est participer un tout petit peu à la personnalité, à cette personnalité de ce jeune-là, hein, dans sa dimension humaine. Comment il va affronter la vie après, comment il va se responsabiliser, comment il va aussi pouvoir aussi lui aussi avancer dans la vie et pouvoir se rendre utile. Ce sont des valeurs qu'il faut transmettre aussi. Absolument. Et ça aussi, il faut pas le négliger, il faut pas l'oublier. Et voilà, je pense qu'on a de la chance quand on est universitaire ou académique de pouvoir faire cela. Alors moi, je t'embrasse beaucoup. Gentil, ça. Merci beaucoup. Et puis à tous les, on va dire, followers de ce programme, on vous donne rendez-vous avec d'autres invités exceptionnels et d'autres histoires de la vie et de la recherche et de la science à raconter. À très bientôt. On vous embrasse. Merci beaucoup, Si Mohamed. Merci. À la prochaine. Au revoir. Yeah, we can be heroes just for one day.